Et je suis là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amis des ondes, amis de partout, bien le bonsoir. Qu'il me plaise de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette émission. Qu'il me soit permis de souhaiter à chacun de vous, à chacune de vous, la plus allègre des bienvenues à votre show, à votre émission, Jones à l'écoute. Je veux croire que tout va bon train pour chacun de vous. En tout cas, nous sommes aujourd'hui le 23 septembre 2018, un mois de septembre qui aura été truffé de traquenards, un mois de septembre qui aura été truffé de nouvelles déconcertantes et des turbulences pour la société haïtienne. Une société haïtienne qui est incessamment déchirée par la méchanceté de ceux-là qui sont placés pour transformer les conditions de vie de la population. Ceux-là qui sont placés pour travailler à la construction du pays. Vous savez, la cupidité, l'absence de sagesse et l'absence de l'amour fraternel pousse nos hommes politiques, en fait, la quasi-totalité de nos hommes politiques à agir comme de vrais ennemis de la patrie. Et quand on fait le pitoyable constat de l'état de déconfiture de ce qu'est devenu la nation haïtienne, il y a vraiment lieu de se demander est-ce qu'il y a de vrais citoyens? Est-ce qu'il y a des citoyens dignes de ce nom en Haïti? Haïti est vraiment un pays déchiré. Le peuple haïtien, la nation haïtienne, pour ainsi dire, est devenu méconnaissable à bien des points de vue, Aujourd'hui, amis des ondes, je vais essayer à ma façon d'agiter avec vous. Je vais essayer de traiter avec vous une question assez brûlante qui n'a pas cessé de retenir l'attention de plus d'un. Évidemment, c'est une question parmi d'autres questions qui n'ont cessé de retenir l'attention de pas mal de gens en Haïti, aussi bien qu'au niveau de la diaspora. Évidemment, il est question aujourd'hui plus que jamais des fonds pétro-caribés. À la télévision, sur la toile, en fait, sur Internet. Un peu partout, les Haïtiens sont nombreux à poser des questions à nos hommes d'État, à poser des questions à la justice haïtienne, à ce qu'ils cherchent à responsabiliser ceux-là qui, de près ou de loin, ont quelque chose à voir avec le détournement des fonds pétro-caribés. Parmi d'autres questions, ce qui nous intéresse, parmi d'autres questions importantes, questions fondamentales, ce qui nous intéresse au plus haut niveau cet après-midi à l'émission Jones à l'écoute, c'est une interview parmi d'autres, évidemment, qui a été réalisée en Haïti par un monsieur journaliste qui s'appelle Gary Pierre-Paul Charles. C'est un monsieur que j'ai côtoyé pendant une année à la faculté de droit et des sciences économiques à Port-au-Prince. Dès lors, il était journaliste sur Télémax. Gary Pierre-Paul Charles. Donc, il a passé une année au niveau de cette faculté. Je ne sais pas s'il est revenu là-bas. En tout cas, durant les 4 années
que j'ai passé à la faculté, je ne l'ai pas revu. Je me rappelle qu'il était accompagné de notre type journaliste. Alors, ce monsieur-là, dont je ne me rappelle pas le nom, était un journaliste pour ce qui relève de la présentation de l'édition de nouvelles sur Télémax. Il était un journaliste ex-professeur. Pour ce qui relève de la forme, il était bien. Il avait le ton qui fait la chanson, comme on dit souvent. Il était bien formé. Donc, il accompagnait comme étudiant Gary Pierre-Paul Charles au niveau de la faculté. Donc, c'est ainsi que j'ai croisé le chemin du monsieur. Donc, je ne peux pas dire que je le connais. Vous savez, en tant qu'étudiant, la première année, au niveau d'une université, au niveau de la faculté en Haïti, il y a tellement de pression, après, qui vous soulève les entrailles. Il vous arrive très difficilement d'avoir le temps pour familiariser, socialiser, ou tisser des liens amicaux avec d'autres étudiants. Ce n'est pas toujours chose aisée, chose facile quand vous êtes en première année, parce que vous avez le risque de vous faire renvoyer, de vous faire expulser, si vous n'arrivez pas à avoir la moyenne escomptée, la moyenne espérée, la moyenne voulue par la faculté. En deuxième année, un étudiant a le libre loisir, après de se pavaner. On se sent plus à l'aise pour familiariser, on se sent vraiment dans la faculté. On est intégré au niveau de la faculté comme étudiant. Au niveau de la première année, ce n'est pas si évident. Quand mettre au dehors n'importe l'heure, il ne peut pas passer. Donc le focus pour nous a été de travailler à ce que nous parvenions à traverser ce pont. Je ne sais pas ce qu'il était advenu de Gary Pierre-Paul Charles au niveau de cette faculté pendant la première année. Je ne l'ai pas revu pendant la deuxième année. Mais je sais qu'il était journaliste. Quand j'ai entendu le nom, à travers les brèches radiophoniques à la radio, à travers les brèches radiophoniques en Haïti, particulièrement sur Scoop FM, qui est devenu une station de radio notoire, très connue, un peu partout dans les milieux haïtiens, si je peux le dire ainsi. Gary Pierre-Paul Charles, comme je le dis, c'est un journaliste haïtien qui performe, le verbe performer, au niveau de la présentation de son émission sur Scoop FM, comme étant un journaliste traditionnel. Bien souvent, il vous arrive en tant qu'haïtien de parler des hommes politiques traditionnels. Pas vrai. Bon gré, malgré, vous les classez dans ce tiroir très distingué, très distinctif, en les qualifiant de hommes politiques ou d'hommes politiques traditionnels. Et cela veut dire exactement ce que cela veut dire. La politique traditionnelle haïtienne, durant les 30 dernières années, approximativement, n'ont rien fourni de bon à la société haïtienne. Une société, comme dirait Tabou Combo dans ce texte, en déroute. Une société haïtienne qui est aux abois. Je pense que c'est mieux de dire le terme qui convient. C'est au lieu de dire la société haïtienne, il faudrait plutôt dire le peuple haïtien. Voilà.
le peuple haïtien, cette entité, nationale, cette entité qui constitue la nation haïtienne, une nation qui devrait charrier des rêves, une nation qui devrait charrier, comme les autres nations, des projets de société, des projets collectifs, des projets qui tendent vers un système éducatif qui vise tous les citoyens, généralement quelconques. Une éducation axée sur la mise en valeur de ce que nous avons comme culture. Une éducation qui est axée sur ce que nous avons comme valeurs traditionnelles. Et quand je parle de valeurs traditionnelles, je fais référence à notre histoire en tant que peuple, à nos démarches, à notre parcours, notre devenir, à notre identité nationale, ce que nous symbolisons comme étant mosaïque, nos rêves, nos ambitions. Au niveau constitutionnel, on parle d'idéaux. Généralement, vous trouvez les idéaux d'un peuple, les idéaux d'une nation au niveau de ce qu'on appelle le préambule de la Constitution. Dans le préambule, vous retrouvez tout ce que la nation a, tout ce que la nation charrie comme projet, comme rêve, comme ambition. Vous en avez aussi un sens du prestige de cette nation, de son rang. Vous en avez un sens de son état d'âme, collectivement parlant. Qu'est-ce que cette nation priorise, ce à quoi cette nation attache de la valeur. Aux États-Unis, il nous arrive souvent d'écouter les Américains parler de l'attachement citoyen, de l'honneur citoyen, l'amour de la patrie. Il y a une sorte d'attachement indéfectible aux valeurs nationales aux États-Unis. Et c'est pourquoi quand il y a des fêtes qui rappellent des moments ou des passages historiques, des moments importants, des moments solennels ou des moments tissés d'élan solennel. Vous voyez les Américains s'habiller, enfin arborer. Ils arborent les couleurs de leur drapeau. Ils le font avec fierté. Et ce qui est bien dans cette démarche-là, c'est que il n'est pas seulement question de mots pour les Américains quand ils parlent d'amour de la patrie, de sacrifice de leurs ancêtres, des pères fondateurs. Ils comprennent le sens de la continuité, le sens du transfert de ces valeurs-là, le sens du transfert de connaissances aux générations futures, l'importance que cela revêt pour un citoyen normal, un citoyen ordinaire, de toujours hisser bien haut, hisser à son plus haut niveau, hisser jusque vers la cime les traditions historiques nationales, les traditions historiques américaines.
Et ils font cela à travers toutes les festivités qui rappellent ces moments forts de leur histoire. Que vous parliez qu'il s'agisse de l'indépendance des États-Unis, un moment très important pour eux. Qu'il s'agisse des événements du 11 septembre 2001 à New York. Ou qu'il s'agisse tout bonnement du Thanksgiving Day, occasion au cours de laquelle les Américains se retrouvent chez eux. Les Américains de partout voyagent ou empruntent le chemin de leur famille pour se retrouver en tête-à-tête, pour festoyer, dîner ensemble, se retrouver en famille, raviver de vieux souvenirs, partager, consentir des gestes de compassion vis-à-vis de ceux-là qui n'ont rien. En profiter pour se regarder en face, se regarder dans le miroir. Et profiter aussi pour partager un peu d'amour à ceux-là que nous aimons, à ceux-là qu'ils aiment. Ceux-là qui, au gré des circonstances de la vie, au gré des aléas de la vie, les empêchent de voir des membres de leur famille qu'ils aiment éperdument. Il y en a qui, à la faveur du devoir citoyen, se retrouvent, n'est-ce pas, à l'étranger, à servir dans l'armée. Et ce qu'ils font naturellement au péril de leur vie, à mourir dans des guerres impitoyables, au nom de la patrie, au nom de la défense nationale. Il y en a qui reviennent à la maison handicapés. Il y en a qui reviennent avec des médailles. Et la nation tout entière s'en retrouve fière. Ils sont comme aguerris, les Américains, quand il est question pour eux de parler de leur histoire, de grandes conquêtes des fondateurs de leur patrie. En Haïti, nous avons aussi nos festivités historiques. Nous avons nos moments. Et nous avons nos moments forts. Et à chaque fois que ces moments forts arrivent, nous voyons nos hommes politiques traditionnels s'habiller solennellement avec leurs costumes blancs. Ils empruntent soit le chemin de Gonaïves, soit le chemin de l'Arcaillet, pour honorer la mémoire des héros de l'indépendance, honorer leur sacrifice. Mais cela s'arrête seulement au niveau des mots. Au niveau des mots, il n'y a rien dans la pratique consenti, accouché par nos hommes politiques traditionnels quand il est question d'honorer la mémoire ou les sacrifices de nos ancêtres qui se sont battus afin qu'ils pourraient nous pousser à dire cette nation, c'est une nation qui a vraiment une conscience patriotique. C'est une nation qui a un sens de l'identité nationale. C'est une nation qui est consciente que la génération future ou les générations futures méritent d'être honorées aussi. Il y a des sacrifices à consentir pour que la génération future n'ait pas à souffrir.
comme nos ancêtres avaient souffert. Et pour que cela n'arrive pas, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils se sacrifient. Il faut qu'ils démontrent une certaine bravoure. Il faut qu'ils investissent dans des domaines assez importants, des domaines fondamentaux, comme l'éducation. L'éducation de l'homme haïtien, du citoyen haïtien, doit revêtir pour lui une importance extraordinaire. Parce que le citoyen haïtien, pour la génération du présent, pour ces hommes politiques traditionnels, c'est un symbole des valeurs nationales, lesquelles valeurs doivent être pérennisées, transférées, communiquées de génération en génération et de génération à génération. Rien de tout cela, malheureusement. Et c'est pourquoi nos concitoyens les appellent souvent, ou les qualifient, ou les catégorisent d'hommes politiques traditionnels. Parce que ce sont des gens qui se contentent seulement de parler, et quand il leur arrive d'agir, ces agissements ou leurs agissements concernent la corruption, la déconfiture de tout ce que nous avons comme valeur, tout ce que nous avons comme institution. Il fut un temps, il y avait en Haïti la Téléco, il y avait CAMEP, il y avait EDH, il y avait la Syrie d'Haïti, il y avait Capitole, il y avait Impérial, il y avait Ciné Triomphe, il y avait d'autres, il y avait le théâtre national. La DGI, comme étant partie des institutions nationales, remplissait un rôle tant soit peu important, tant soit peu fondamental. Je me rappelle quand j'avais eu sur les militaires qui étaient là pour assurer de force la relève politique. Je suis allé à la DGI pour me faire une carte d'identité. Et il y avait des militaires, pas vrai, qui ont pris mes empreintes. Et ils avaient des matériels, des instruments destinés à cet effet. J'avais senti qu'il y avait une gestion de cette administration. Vous comprenez? Il y avait un sens j'avais un sens qu'il y avait autour de moi une administration. C'est comme si les gens savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient un très grand focus dans ce qu'ils faisaient, dans ce qu'ils produisaient comme travail, comme employés. Employés de l'administration publique, comme employés de l'État. C'est vrai que l'administration publique haïtienne ne fonctionnait pas comme celle des États-Unis, d'un pays comme la France, ou encore, à bien des égards, comme celle de la République dominicaine, où les gens accordent une très grande importance aux choses publiques, ou à la chose publique. Si on a, faut compétent. Si on a place ça, on a fonction ça, faut qu'on honnête. Faut qu'on ait une moralité qui démontrait, qui prouvait. Mais parce que la société ne joue pas. Cette société a une manière de se voir, de se concevoir, de se percevoir.
cette société se perçoit à travers les ficelles de l'histoire. Vous comprenez? Donc il faut honorer la mémoire du père, la mémoire des grands-parents, de nos parents, ceux-là qui sont venus avant nous. Et s'il faudrait changer quoi que ce soit à l'héritage national, ça ne peut être qu'amélioré pour être parfait. Aller dans le sens du meilleur. On peut perfectionner l'œuvre, perfectionner l'héritage national. Ah oui, ce serait une infamie si l'on devait pisser sur l'héritage national en embauchant, en acceptant des citoyens qui ne sont pas compétents, des citoyens qui ne sont pas honnêtes, des citoyens qui se retrouvent au pic de la montagne sociétale, alors qu'ils n'ont consenti aucun effort. Je parle des efforts qui relèvent de ce cadre tracé par la société, selon les principes établis par la société. Il y a un dicton que j'aime beaucoup. À chacun sa part, faite à sa mesure. À chacun sa part, faite à sa mesure. Les sociétés qui respectent l'égalité, le mot égalité des citoyens devant la loi, comprennent très bien le sens de ce dicton-là. C'est vrai au niveau des privilèges sociaux qui peuvent établir ou causer qu'il y ait des différences entre les citoyens, au niveau éducatif, au niveau des privilèges qu'ils peuvent souffrir, par exemple le loisir, ou quel quartier habiter, quel type de maison posséder, quel type de carrière, quel type de profession choisir. Donc à ce niveau, il peut exister une certaine inégalité dans la société. Dépendamment de mes moyens, je peux me procurer des costumes, m'offrir des vêtements, vous comprenez, confectionnés avec des fabriques très coûteuses, luxueuses, ce qui pourrait ne pas être le cas pour un autre citoyen. S'il n'a pas eu les mêmes privilèges, s'il n'a pas eu peut-être le même niveau d'éducation que moi. Donc ces inégalités existent au niveau sociétal. Vous voyez cette subdivision au niveau des quartiers, au niveau des villes, les mondes en haut, les mondes en bas, ceux-là qui constituent le petit peuple, là. Le petit peuple. Mais l'État, au niveau du respect des principes et, enfin, toujours par souci, du respect des idéaux insérés au niveau de la Constitution, au niveau de son préambule, lequel préambule témoigne des valeurs de la nation, de cette société, de ses rêves, de ses projets, pour que chaque citoyen ait droit aux mêmes privilèges.
ait accès alors aux mêmes privilèges. S'il y a un pouvoir judiciaire, naturellement avec des échelles, il faut que chaque citoyen, quel que soit son rang, quel que soit son niveau d'éducation, son statut, ait accès à un juge naturel. Le même juge ou ce même juge doit être en mesure de trancher de la même manière pour tout le monde. Qu'il s'agisse de l'homme riche, qu'il s'agisse de l'homme, du citoyen le plus pauvre. Toujours, pas vrai, dans la perspective que les citoyens aient accès à la même chance, aient accès à la même structure, telle qu'envisagée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de la Révolution française de 1789, avec des idéaux extraordinaires, des idéaux qui ont des penchants humanistes extraordinaires, je devrais dire. Ce sont des idéaux qui sont axés fondamentalement sur l'homme, le bien-être humain, la protection des droits humains, que chaque citoyen ait accès à l'éducation, que l'homme soit traité avec dignité et avec honneur. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de constitutions. Il y a beaucoup de pays qui ont inséré dans leur constitution des valeurs morales qui tirent leur source de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou qui tirent leur source de la Révolution française de 1789. Il y avait de grands députés, de grands sénateurs qui ont écrit cette déclaration-là. Quand ils vivaient à une époque où un seul homme ou un groupe d'hommes pouvait tout faire. Des hommes qui prétendaient que leur pouvoir, leur privilège était un don de Dieu. Ils étaient les représentants directs de Dieu. Et tout ce qu'ils faisaient, bien ou mal, devrait être accepté par la population, par le peuple qui s'était enlisé dans la boue de la misère, comme étant leur sentence de Dieu. Un groupe de citoyens français, n'est-ce pas, s'était révolté pour dire non. Quel Dieu aurait créé des enfants et accepté qu'il y ait certains de ces enfants qui soient livrés à des conditions de vie aussi dégradantes, alors que d'autres sont en train de vivre dans l'opulence. Ils ont dit non. Beaucoup de sociétés ont tiré leur leçon de cela. Ils ont amélioré leurs faux pas. Ils ont corrigé leurs faux pas. Dans la perspective d'établir une société plus juste, avec des droits plus axés sur l'homme, sur la protection de l'homme. Vous regardez les États-Unis, c'est un pays, pas vrai, qui a ce penchant-là. Il y a beaucoup d'injustice aux États-Unis.
Mais l'objectif pour eux, c'est le respect des droits de l'homme. Il n'y a pas de société parfaite, vous comprenez? Donc, ils essayent. Il y a d'autres sociétés, par contre, qui n'essayent pas. Et la raison pour laquelle ces sociétés ne veulent pas essayer, c'est parce qu'il y a une absence de connaissance de l'histoire, une absence de l'identité nationale, une absence de l'amour fraternel, d'amour patriotique, causé, instigé par une absence quasi totale d'un système éducatif digne de ce nom. Haïti en est un exemple palpable, l'exemple vibrant. Et conséquemment, quand vous regardez l'ossature de cette société haïtienne, qui n'est pas vraiment constituée de bons citoyens, de vrais citoyens dignes de ce nom, en conséquence, ce que vous avez, c'est ce galimatcha dans lequel vous avez des hommes qui font tout ce qu'ils veulent, qui agissent comme ils veulent, même ceux-là qui se retrouvent au timon des affaires de l'État avec un mandat de travailler à la transformation des conditions de vie des plus faibles. Les conditions de vie des gens habitant le terroir sociétal. Tout ce qu'ils font, c'est empocher le peu d'argent, le peu de richesse que possède leur pays. Ils savent très bien que la loi ne fonctionne pas dans leur pays. D'ailleurs, c'est eux qui ont établi la loi. C'est eux, ce sont eux, pas vrai, qui ont établi les principes. Ce sont eux qui dirigent. Ce sont eux qui ont le dernier mot en toutes choses. Donc, la loi, c'est eux. C'est comme ce monarque français qui disait, je crois que c'était Louis XV, qui disait la loi c'est moi, enfin l'État c'est moi, l'État c'est moi. L'Haïti d'aujourd'hui, c'est Haïti dans laquelle vous vivez, mes chers compatriotes. L'État haïtien, mes chers amis, mes chers compatriotes, est représenté par ce petit groupe d'hommes qui se considèrent comme étant l'État à tous les points de vue. À tous les points de vue. Aux États-Unis, c'est vrai, il y a beaucoup de manquements quand vous considérez les inégalités, c'est pas vrai, sociales qui existent dans ce pays. Surtout pour les groupes minoritaires, surtout pour les Noirs, les Latinos. Tout cela relève de l'imperfection ou le manque de connaissance de soi qui soulève les entrailles de l'homme où qu'il soit. Et ça tient sa source du péché adamique. Le paradis n'existe que dans les cieux. Mais il y a certaines sociétés, certains peuples qui comprennent qu'ils ne sont pas parfaits. Mais tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent fournir, c'est toujours d'essayer de donner le meilleur de leur meilleur. La République dominicaine le fait chaque jour. Regardez comment ce pays est devenu modernisé. Les États-Unis, n'est-ce pas, c'est un pays qui le fait chaque jour. Depuis l'indépendance des États-Unis jusqu'à nos jours. C'est un pays, enfin c'est un peuple qui marche de progrès en progrès, de révolution en révolution. Parce que les Américains ont une tendance futuriste.
a une tendance basée sur le futur, à faire des choses, à produire des choses extraordinaires. Pour eux, l'avenir revêt un sens important, capital. Vous devez toujours travailler de façon à ce que votre lendemain soit assuré. Il y aura des choses, c'est pas vrai, qui vont échapper à votre entraînement. Ça fait partie du cours normal de la vie. Mais vous pouvez toujours continuer votre chemin avec la volonté, avec la ferme conviction que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc il faut toujours travailler. En Haïti, cette conception n'existe pas à cause du fait qu'il y a un groupe d'hommes qui travaillent dans le pays qui ne voient pas Haïti comme étant leur pays. Donc je parlais de ce monsieur, Gary Pierre-Paul Charles, un journaliste traditionnel, qui a été élevé dans ce type de mosaïque traditionnelle où la corruption bat son plein, où la médiocrité bat son plein, où l'indifférence est toujours de mise. L'indifférence au mal national, l'indifférence à la pauvreté des démunis, la pauvreté abjecte des laissés pour compte, les problèmes nationaux. Un peuple qui vit en 2018 et qui est privé d'électricité, mesdames, messieurs. Si vous racontez cette histoire à un petit Dominicain, il va être tombé de nuit. Comment est-ce possible? Alors que ce petit Dominicain habite la même île que le petit Haïtien qui vit chaque jour dans le noir et qui regarde de loin une lueur d'électricité ou de lumière, n'est-ce pas, chez le voisin qui possède son inverteur, qui possède son Delco et qui a plus de privilèges. Et à mesure que vous fouinez à travers cette société haïtienne, vous voyez que tout ce qui existe, c'est l'inégalité ou des inégalités. Parce que l'État, ou l'homme politique traditionnel, le leader politique traditionnel, ne travaille pas vers la réalisation du projet collectif, la réalisation du rêve humain, enfin du rêve commun. Gary Pierre-Paul Charles, en tant que journaliste, a reçu, à travers une émission qu'il présentait, un monsieur qui était le ministre de la planification, le ministre de la planification. Ce monsieur, le ministre de la planification, a accusé un monsieur qui est très important, qui est très, très connu alors, sur la scène politique haïtienne, la scène politique traditionnelle. Il est un sénateur. Il s'appelle le sénateur Beauplan. Le sénateur Beauplan, c'est un nègre qui plein d'argent. Plein d'argent. Quand pile nègre qui est parlementaire aujourd'hui, qui plein d'argent. L'aime dit plein d'argent, monsieur, qui a un gros château, monsieur, qui a une grosse maison et bâti. Et quand vous les regardez, quand vous pensez à leur histoire, c'est des hommes qui viennent de la province, de la campagne comme moi. Parents, c'était pas des richards, c'était même pas des hommes riches, c'était des citoyens modestes, qui tabattent de l'eau pour faire beurre. Et par orgueil citoyen, puisque ils étaient going de devenir peut-être très modestes, quand ils se regardent dans le miroir, ils ont dit, il n'est pas normal, il serait inacceptable que mes enfants subissent le même sort
ce sort pitoyable auquel j'ai été soumis toute ma vie par manque de connaissance de mes parents. En plus, les parents, ça pas à l'école. Je voyais petit, tu vas voir à l'école. Je travaille la terre, je voyais petit dans l'école. Ils n'ont pas d'argent. Tout ce qu'ils avaient à offrir à leurs enfants, c'est l'éducation. N'est-ce ça, ils viennent devenir journaliste, comme Gary Pierre-Paul Charles. Ils viennent devenir président, comme Jovenel Moïse, comme Michel Martelly, comme l'ancien président, M. Jocelyn Privert, l'ancien président, M. Jean-Bertrand Aristide. Il y avait un sénateur comme Évalueur Beauplan. Vous comprenez, il y a un pile là-dedans qui se retrouve au niveau des hauteurs, la boule, Pétionville, qui a une couleur de peau qui faut penser à mon les mulattes. Des métis. Mulattes là son mot, on a dit dérogatif, qui gagne un pile de dérogation là-dedans, péjoratif, que Blanc utilisé pour diminuer le monde, qui fait avec couleur de peau foncée, qui fait de moment noir en papa blanc. Et il y aurait les mulattes. Et quand il y a monde qui gagne la peau foncée, la peau claire, qui n'ont rien à voir historiquement à l'histoire d'Haïti que moi avant connais. Ils sont des gens qui sont venus d'autres pays pour s'établir en Haïti. Leurs parents sont venus en Haïti pour échapper à la persécution politique ou bien à la recherche d'une vie meilleure. Parce qu'il fut un temps sous les Duvaliers ou avant les Duvaliers. Haïti était comme la destination rêvée. La terre providentielle pour beaucoup d'étrangers, pour les Syriens. Donc leurs parents sont venus s'établir en Haïti. Ils ont établi des petits magasins, des fonds de commerce en bas de la ville. Des magasins très modestes. Si vous habitez aux États-Unis, côté la Kawabito, après un côté qui est un petit store. Ces gens-là font partie de la classe moyenne. Ils ne sont pas des bourgeois. Les bourgeois, aux États-Unis, dans un pays comme les États-Unis, si vous voulez qu'on ait une idée propre de lui, c'est mon bourgeois qui habitait Manhattan, qui habitait dans les gratte-ciel, qui dans Wall Street. C'est ces gens qui font partie de Hollywood, qui sont des grands intellectuels aux États-Unis. Et nous avons une vie privilégiée. Des gens qui sont de monde qui inventaient de grandes choses au niveau technologique, au niveau de la science. Vous comprenez, bon, ça, les barres facile pour tomber sur eux. Ceux-là qui font partie de Wall Street, qui ont accès, qui ont une part très importante dans l'économie américaine, l'économie mondiale. Haïti, c'est un petit pays. Doté tellement gagné un problème, tellement grand l'État qui agit vers le bien commun, le bien collectif, qui pas gagné un projet que l'on suive. Il fait que tellement gagné misère, tellement gagné un monde qui pauvre, un monde qui possède une petite camionnette, dépendamment de gens que le camionnette là y est, de état camionnette là, avec un petit caille que le possédait, dépendamment de pain qu'il utilisait sur lui. Il est capable de considérer comme un bourgeois s'il habitait dans les hauteurs. Vous comprenez? Donc, type de citoyen, ça, il a formé l'ossature nationale, l'ossature sociétale. Et, il y a un pile là-dedans, Jean-Mouendo. Parents, c'est pas monde qui est riche. Parents, qui ont un petit bagage pour eux, un petit fonds de commerce pour eux. Pour le travail, ils ont perfectionnel, ils ont acquis quelques biens. Mais quand vous vivez dans une société comme la société haïtienne, où
l'État est irresponsable, ou l'État ne remplit pas ça que le gagne comme attribution légale, dans le respect des principes établis à travers le code de loi que nous avons, les hommes qui sont établis comme étant les garants de nos lois, à travers les tribunaux, à travers toute la fonction publique, ceux-là que nous appelons les ministres, qui ont des fonctions variées, mais qui ont toutes concouru, pas vrai, à maintenir l'équilibre sociétal à un niveau tel qu'il y a une harmonie qui se crée pour que chaque citoyen gagne les mêmes droits. Chaque citoyen gagne accès à même privilège dépendamment de capacité. Ça n'a jamais été le cas. Parce qu'en plus, dans le pays, c'est des nègres qui croient que la richesse facile, c'est possible en Haïti. Beaucoup plus qu'ailleurs. Et ils en profitent parce que l'État n'agit pas. Parce que l'État, c'est eux. Donc, Valère Beauplan, c'est un monsieur qui n'a pas eu de parents riches. Il est devenu un richard aujourd'hui. Mais le Guinée qui prend l'argent de l'État, qui a fait payer ça mal. Et puis, il y a d'autres hommes qui sont capables, journalistes comme Gary Pierre-Paul Charles, comme ce ministre de la planification, on parle non, monsieur, tout à l'heure. Le nom m'échappe à l'instant. Là, il a constaté qu'il y a des hommes, entre guillemets, comme Valère Beauplan, sénateur, qui ont soutiré de l'argent dans la caisse ou les caisses de l'État. Un État appauvri, l'État haïtien, qui est un peuple, qui gagne une grosse difficulté pour gagner accès aux soins de santé les plus rudimentaires. Ils ne vont rien dire. Parce que tout monsieur n'en volait tout. N'est qui journaliste là, il gagne des linges sales. N'est qui c'est député, qui est le député en face, qui a volé. Il connaît mon a volé, mais il n'est pas capable de dire. Si pour arriver, dit quelque chose, qu'on est tellement coincé, pour cette grande accusation qui fait contre lui, peut-être qu'il y en a là qui boit à fiat, et puis qu'avouer la vérité. Et puis laisser mettre anti-vérité dehors. Mais quand vous considérez les choses à tête reposée, et vous réfléchissez à moi qui a fait accusation, vous dites, mais monsieur, c'est ton ministre. Il était ministre de la planification. Il appartenait à une administration, on a parlé de monde qui gagnait la force répressive, non mais l'État, la police, la justice. Il était au courant de ce fait, de ce forfait, de cette infraction, de ce crime commis contre la société, contre l'État, contre la nation. Il n'a rien dit. Il a fermé la bouche. Il a gardé le mutisme. Et puis c'est là qu'on a tout le bagage fait fait. Et puis l'on trouvait le carrefour, côté que le trouvait vraiment coincé, parce qu'il a accusé. Et puis il y a un vol tant qu'il n'a pas accusé tout, pas comprendre. Et puis il y a commencé à accuser l'autre. Donc, je vais faire un clip, mesdames et messieurs, que monsieur Gary Pierre-Paul Charles, un journaliste de la classe traditionnelle, l'homme dit ça, c'est que c'est pas des journalistes